C'est une plateforme mutualisée entre Génopole, l'INSERM et l'école des mines de Paris. Cette plateforme a été mise en place au début des années 2000. C'est un appareil cher, donc c'est pour ça qu'il fallait en fait le mutualiser, mais c'était aussi pour des raisons scientifiques qui visaient à initier des travaux de recherche à l'interface entre la science des matériaux et la biologie, donc faire travailler des biologistes, des chimistes et des physiciens ensemble. Donc c'est le centre des matériaux qu'on assure la maintenance et la formation des utilisateurs. C'est un microscope qui peut travailler entre 80 et 200 kV, qui est équipé d'un canon à émission de champ. Il permet une résolution ponctuelle de l'ordre de 2,4 angstroms, qui peut descendre jusqu'à ce qu'on appelle une limite d'information qui est de l'ordre de 1,4 angstrom. Et donc on peut avoir des grossissements entre 25 et 1 million, et on peut atteindre 20 millions sur la caméra CCD. En plus de l'imagerie, qu'on appelle l'imagerie conventionnelle, donc on dispose d'un analyseur chimique, donc on peut faire de l'analyse élémentaire chimique locale, très locale. Donc on a une sonde qui peut descendre en dessous du nanomètre. On a également un spectromètre magnétique qui est en fait en dessous de la colonne du microscope pour faire en fait de la spectroscopie de perte d'énergie des électrons, donc la spectroscopie Hills, et aussi de faire l'imagerie filtrée en énergie. On peut également travailler en mode balayage, équivalent microscopie électronique à balayage, en formant une sonde et la déplacer sur une zone de l'échantillon. Donc on peut faire également de l'imagerie de Z-contraste, c'est-à-dire l'imagerie en contraste de numéro atomique. Et on dispose donc de plusieurs caméras, donc caméra TV, CCD et une caméra grand angle, donc qui peut intéresser aussi les biologistes parce qu'elle permet d'avoir des images de grands champs, des images de cellules complètes ou de, par exemple, d'axones. Il y a aussi la plateforme de préparation des échantillons à l'université d'Ivry, donc dans le laboratoire structure et activité de biomolécules normales et pathologiques, donc dirigé par Patrick Curmy. Donc c'est par ultramicrotomie. Donc on peut avoir des tranches qui font à peu près 80 nanomètres après une préparation des échantillons. Ça, c'est quelques exemples des modes d'imagerie qui sont disponibles sur le microscope. On a en fait la caméra grand angle de 11 millions de pixels, donc on peut avoir des images avec un très large champ, mais avec une très bonne résolution. On peut également utiliser le mode balayage. On peut également travailler en mode haute résolution. Donc, si on a des matériaux cristallins, donc on peut voir les colonnes atomiques, comme par exemple ici, ça c'est un nanodiamant. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait une projection des colonnes atomiques, donc, qui sont là espacées de 2 angstroms. Donc on dispose, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'analyse EDX, de l'analyse chimique, donc, qui consiste à analyser les photons émis lors de l'interaction du faisceau électronique avec le matériau. On peut disposer donc de sondes qui peuvent descendre en dessous du nanomètre. On peut vraiment faire des analyses sur des zones très locales. En analysant l'énergie de ces photons, on peut remonter à la composition chimique du matériau. Il y a aussi la spectroscopie Hills, en fait, qui consiste à analyser les électrons après leur traversée de l'échantillon. Donc, ils vont perdre de l'énergie. Après, donc, ils vont être dispersés suivant leur vitesse, donc suivant leur énergie. On va obtenir donc un spectre de perte d'énergie. On peut à la fois remonter à la composition chimique, mais aussi on peut remonter même aux liaisons chimiques de l'échantillon en analysant en fait ce qu'on appelle les oscillations après le seuil. Par exemple, ça c'est en fait c'est des cellules cancéreuses de sein humain qui sont traitées avec du iodoxo carbicine, je pense, c'est de l'EDX, donc qui contient de l'iode. Et ça, ce qu'on voit, c'est la répartition de l'iode en fait dans la cellule. La nanotomographie consiste à acquérir en fait des images en faisant tilter le porte-échantillon. On acquiert une centaine d'images, une image par exemple tous les 1 degré, et après donc on passe par des logiciels spécialisés donc pour reconstruire le volume 3D. Par exemple, cette image en fait c'est des particules qui sont dans un aérogène de carbone, mais on peut pas savoir si c'est des particules qui sont à l'intérieur ou sur la surface donc de l'aérogène. Et justement, en faisant la nanotomographie, donc on peut reconstruire le volume et aussi donc le rendu de surface. On peut là s'apercevoir que les particules sont à la fois à la surface, mais aussi à l'intérieur de l'aérogène. Ce qui m'intéresse en tant que microscopie, c'est plutôt en fait la qualité des images et aussi le très bon contraste qu'on peut avoir. C'est le projet européen NanoFordRock. C'est justement le fruit donc de la collaboration des physiciens et des biologistes du site d'Ivry. Donc c'est un projet européen qui concernait l'utilisation des nanodiamants pour le transport des protéines thérapeutiques au cœur des cellules. Donc c'est un projet qui a été coordonné par Patrick Curmy et qui visait à greffer des nanodiamants
avec des protéines au microscope électronique. À la fois, on peut donc aller voir où sont localisés ces nanodiamants. Donc, on peut aussi les caractériser. Donc, pour tout ce qui est préparation d'échantillons, donc vous pouvez donc contacter Vandana Joché ou Patrick Curmi, donc de l'Université d'Ivry. Et pour l'utilisation des microscopes, donc soit que me contactez moi ou Alain Torel aussi, donc des sons des matériaux. Merci.